Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado dédié à la passion du vélo de montagne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des sentiers de vélo et puis des gens qui les construisent et les entretiennent. Les sentiers, ils ont tous leurs particularités, ont tous leur personnalité. C'est ce qui fait qu'on va retourner dans un endroit plutôt qu'un autre. Mais tout ça, c'est tout comme une recette ou je sais pas comment dire ça, mais ça prend des spécialistes pour l'expliquer, je pense. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'en trouver un spécialiste. Puis avec moi, j'ai Jérôme Pelland de Sentier Boréal qui a accepté de me rencontrer et puis de m'inviter chez lui pour jaser de trail aujourd'hui. Oui, Steve. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un sentier, c'est un outil de création d'expérience. Ça sert à créer des émotions, ça sert à faire vivre quelque chose, puis ça sert à connecter la nature essentiellement. Fait que quand tu pars avec ça, tu vas créer une expérience usagée, tu vas créer une expérience client, tu vas créer un sentiment dans la personne qui fait vivre plein d'affaires, mais qui va aussi créer une belle overdose d'hormones, dont l'hormone du bonheur. C'est à ça qu'on sert. C'est bien dit. Écoute, Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu fais ça comme métier? Qu'est-ce qui t'a amené là dans la vie? Petit retour dans le temps. J'ai commencé à construire des trails en 97, donc ça donne une idée de mon âge. À l'époque, je donne un coup de main à la gang, il y avait les Pruneaux en Mauricie, à Grande-Pile. On organisait des Coupes Québec, des événements pendant quelques années. Oui. Que tu as d'ailleurs eu l'occasion de tester. J'ai participé à cette glorieuse époque. Oui. Puis, suite à ça, avec quelques amis, on a cofondé l'ADS-VMQ, l'Association de développement des sentiers de vélo de montagne du Québec. Le pire acronyme ever, mais la mission de l'organisme était extrêmement importante. C'est devenu le IMBA Québec à l'époque. Okay. Donc, grosso modo, un chapitre québécois avant que le modèle de chapitre soit adopté par IMBA. IMBA, c'est l'Association internationale de vélo de montagne. OK. Puis la mission de l'organisation de l'OBNL était avant tout la promotion des sentiers, la promotion du vélo de montagne, qui, au début 2000, était très, très, très orientée sur la structure de course, sur les événements. Puis on voulait démocratiser ça et le tourner en loisirs, en activités récréatives. Fait qu'on est allé cogner à la porte de Fédé. Ce qui a été un peu difficile, mais qui a fini par embarquer. Puis j'ai été président de l'organisme pendant plusieurs années, jusqu'en 2007 environ. Au moment où j'ai quitté, il y a d'autres personnes qui ont pris la relève, mais j'ai quitté parce que j'ai fondé ma compagnie à l'époque, parce que développer des sentiers à travers un OBNL, il y a quand même des limites. T'atteins assez vite les limites en termes de capacité, d'assurance, de développement, de backing financier également. Fait que j'ai créé Sentier Boréal en 2010 dans le but de devenir le premier contracteur privé en sentier au Québec. Donc avant ça, tu faisais ça principalement bénévolement? Essentiellement bénévolement. Puis à travers les années, j'ai quand même formé beaucoup de monde. On donnait la formation en construction de sentiers, en aménagement, autant pour les aménagistes que les gestionnaires de terrain. On a fait des corvées à grandeur de la province. Fait que à ce moment-là, j'avais déjà formé au-delà de 1000 personnes. Aujourd'hui, on peut rajouter un autre 1500 de plus à ce total. Je suis rendu conférenciel international maintenant. On a travaillé dans 8 pays à date. On a des projets qui s'en viennent jusqu'en Australie et Nouvelle-Zélande maintenant. Ouais, ça fait combien d'années, là, finalement? On a fondé en 2010. Depuis 2010, Sentier Boréal a réalisé plus de 1000 km de sentiers, une cinquantaine de bike parks. On a lancé il y a maintenant 3 ans une division en planification de sentiers. OK. C'est le focus maintenant de l'entreprise, beaucoup plus que le volet construction. Fait que du côté terrain, on fait de l'aménagement de sentiers de vélo de montagne, mais du côté du bureau, on fait tout ce qui est sentier récréatif non motorisé. OK. Fait que autant du vélo de montagne, mais aussi rando pédestre qui te font, randonnée caisse, tout ce qui est non motorisé. Ça permet d'avoir une vision 360 sur l'usager, puis c'est basé sur une approche qui est très, très, très différente des compétiteurs. 1, on a une expertise en construction, mais 2, c'est basé sur une approche UX. Donc, où on met l'usager au centre de l'expérience, puis
tout ce qu'on crée est basé sur la création de l'expérience pour l'utilisateur final. Ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire quand vous rencontrez, mettons, un client qui est, je vais donner comme un exemple, là, moi je suis propriétaire d'un centre de ski par exemple, puis je vous contacte parce que disons on aimerait apporter là, durant la saison estivale des sentiers dans nos installations. Fait que concrètement, là, cette approche-là par rapport à un client comme celui-là, ça va ressembler à quoi, là? Ben, premièrement, comme centre de ski, t'es vraiment dans le bon timing. Mm-hmm. Parce que avec les changements climatiques, on vient de compléter un programme de formation pour Vélo-Québec d'ailleurs à ce sujet. Mais avec les changements climatiques, les stations de ski ont comme pas le choix de s'adapter. C'est une réalité maintenant, c'est plus juste une hypothèse. Fait que si tu vas payer un centre de ski, ben t'as intérêt à le faire virer 4 saisons. Un des meilleurs moyens de faire, c'est d'avoir une offre de plein air 4 saisons, généralement basée sur le vélo de montagne. C'est le produit le plus proche, le plus complémentaire au ski. Premier point. Deuxième point, c'est que l'approche en UX, c'est de mettre l'utilisateur au centre de l'expérience en ayant une approche empathique. OK. Comment on est capable de comprendre son besoin? Ben, on va aller, au lieu de juste créer un modèle cible de clientèle, on va aller créer le persona de l'usager type. Ginette, avec son e-bike, a pas les mêmes besoins que Bob qui vient avec sa gang de chums parce qu'il s'en vient rider hardcore, tout dans trail noir puis rien d'autre que ça, ou a pas les mêmes besoins que la petite mère de famille qui débarque avec ses 3 enfants en fin de journée parce qu'elle veut faire une ride en famille. Fait qu'en ayant des clientèles comme ça, c'est une chose, mais quand tu vas assez loin, c'est que tu comprends la motivation profonde de la personne, ses intérêts, ses besoins, t'es capable de cibler pas juste qu'est-ce qu'elle va faire, mais comment elle va le faire également. Donc, on va avoir une offre 360 basée sur est-ce qu'on a besoin de services de guidage, de location, de coaching. C'est quoi les activités complémentaires? Tu vas à Vallée-Bras du Nord, il y a des chances que tu fasses des activités sur l'eau également. Tu vas faire du Via Ferrata, tu as besoin de camping, d'hébergement. Ouais. Tu vas peut-être louer un chalet parce que tu es en groupe. Ben, l'offre est basée sur une approche qui est beaucoup plus holistique dans ce temps-là. Dans le produit de sentier, ça va se décliner sur un phasage de projet qui est rattaché à une stratégie de développement touristique ou à une stratégie marketing. Fait que ça permet d'avoir des plans qui sont beaucoup plus solides puis que ton financement est plus facile à attacher également. Donc, typiquement, un plan qui était fait uniquement en fonction du terrain, des belles lignes sur une carte, c'est cute, mais tu vas lever 100-200 000. Un projet qui a une vision touristique avec une portée internationale, avec des retombées économiques quantifiable, ben ton même projet devient un projet de 2, 3, 5 millions. Donc l'apport économique est complètement différent, l'impact est complètement différent. Puis quand tu vas assez loin dans le processus, c'est que tu es capable de créer une destination, mais une communauté autour de ça. Fait que tu vas aller cogner jusqu'au bureau du ministre là, pour aller chercher des sous que tu irais pas juste si tu y allais avec une approche un peu plus restreinte, là. En fait, si tu fais tes devoirs comme faut, c'est le ministre qui vient cogner à ta porte pour te dire « voici de l'argent ». C'est bon ça, intéressant. Fait que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc cette vision-là, c'est quelque chose qu'on a ancré chez nous maintenant depuis quelques années. Notre staff est formé en coaching, en premiers soins, il y a une sensibilité auprès de l'usager. Toute l'équipe fait du bike, tout le monde roule. Parce que tu as besoin de comprendre qu'est-ce que tu fais, tu as besoin de le vivre. On a des rides guidées, ça c'est une chose, mais ça va plus loin que ça. Il y a aussi une finesse qui vient dans la complémentarité des expériences que l'équipe a. C'est une relativement petite équipe, mais avec des skills extrêmement complémentaires. Fait que je peux aussi bien avoir du monde en génie civil, en génie technique, en génie forestier, qu'en architecture de paysage, en design graphique, en stratégie de com. Puis le fait d'avoir tout ce monde-là avec des bagages complètement différents, c'est qu'on a un positionnement qui est extrêmement solide au niveau de préparer une planification pour un réseau de sentiers ou pour un projet. On a lancé il y a un peu moins qu'1 an un cycle de vie au niveau des sentiers, qui est les 14 étapes avant de commencer à construire un sentier. Fait que tout le processus de A à Z, de la faisabilité à l'analyse du terrain, au plan directeur,
le cadre de gestion de risque, la signalisation. Qu'est-ce qui fait que ça marche ou ça marche pas? Mhm. Tout est détaillé dans le processus. Mais une fois qu'il est en place, le centre du cycle de vie, c'est que tu as besoin de maintenir ton infrastructure. Oui. Puis un sentier, c'est une infrastructure, c'est un asset fiscal, il y a une valeur, c'est un actif. Fait qu'un actif, ça se maintient. Tout comme une maison, tu fais de l'entretien dessus, c'est le même principe. Ben un sentier a besoin d'être maintenu pour la même raison. Ben cet entretien-là, souvent, est sous-évalué. OK. Fait que c'est le gros problème. Dans certains cas, on va avoir d'implications bénévoles locales. Dans d'autres situations, ça va être des employés. Oui. Les centres vont avoir du staff payé pour faire ça. Mhm. Cas par cas, mais le besoin reste le même. Si tu maintiens pas ton équipement ou ton infra, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça dégénère, puis c'est une courbe exponentielle. Plus tu le laisses aller, plus ça se détruit vite. Puis il y a des milieux où l'environnement fait que ça disparaît encore plus vite. Donc, l'entretien est à ne pas sous-évaluer. Fait que concrètement, là, au printemps, après la période de dégel, avec l'érosion, puis tout ça, fait que faut que ça soit remis à neuf. Et au cours de l'année aussi, il y a de l'entretien à faire, là, boucher des trous, réparer les brake stops, etc., etc. Là. Ça peut être ça, mais ça va beaucoup plus loin. C'est que dans un cadre de gestion de risque, tu as besoin de maintenir ton sentier au calibre qui est supposé être. OK. Un sentier vert, il est supposé rester vert. Mhm. S'il devient noir dans le milieu de l'été, c'est un problème. Ouais. Parce que ta clientèle qui s'attend à un sentier débutant, puis qui arrive face à une drop de 2 pieds parce qu'il y a de l'érosion, ça se peut que tu te fasses poursuivre, puis ça se peut qu'il y ait raison de te poursuivre. Donc, l'intention derrière cet entretien-là, c'est de maintenir un niveau de service. Effectivement. Puis cette notion-là est extrêmement importante. Vélo-Québec a lancé une grille révisée il y a quelques mois sur la classification des sentiers, Oui. qui a maintenant une nouvelle composante sur la grille, la charte de progression, puis qui a aussi une liste de ce que tu peux mettre comme équipement, comme module dans un sentier. Donc, qu'est-ce qu'on va voir comme saut, comme drop, comme structure de bois, etc. Tout est quand même assez bien détaillé. Puis dans un sentier débutant, ben tu devrais pas avoir des drops de 2 pieds. Mhm. Mais dans un sentier noir, tu peux. Puis la notion de ce qu'on appelle en bon français le chicken line, Ouais. puis à l'opposé, Les voies de contournement, ouais. la voie de contournement ou la voie de progression, Ouais. ben cette notion-là, maintenant, elle fait partie de la grille de Vélo-Québec. Puis ça, c'est-tu une tendance qui est suivie ou qui est vraiment envisagée par les centres? Ben nous, ça fait 8-9 ans qu'on développe selon ce modèle-là. Mhm. On est très content que Vélo-Québec l'ait enfin adopté officiellement. Fait que ça, c'est une très bonne chose. Puis le fait d'offrir une progression dans ton sentier, c'est ce qui permet de faire progresser tes usagers. Fait que quelqu'un qui est dans un sentier débutant, mais qui s'en vient bon, ça lui permet d'avancer vers du calibre intermédiaire ou plus avancé. Mais ça permet également à un usager débutant de rouler avec quelqu'un d'intermédiaire qui lui aussi va avoir une expérience le fun dans le même trail. Ouais. Puis ça, c'est extrêmement important parce que dans la répartition de l'offre, un sentier doit permettre à différents groupes d'usagers de le vivre différemment. Ouais. Fait que cette progression-là est extrêmement importante. Mais c'est sûr que construire un sentier qui Parfaitement uniforme, il n'y a aucun intérêt. non, mais qui convient à une plus grande variété d'usagers, là, t'as un intérêt. Exactement. Puis tu sais, les grilles de classification existent dans un but d'uniformité de l'expérience attendue. Oui. Les barèmes de base qui sont établis, c'est pour assurer une sécurité minimale. Fait que faut vraiment comprendre ça. Puis c'est pas pour restreindre qu'est-ce qui est possible de faire. Non, mais c'est pour, mettons, les gens qui voyagent, le touriste qui arrive de ta station, qui s'attend à faire une bleue, puis il y a une idée mentale de ce qu'une bleue devrait être. Ouais. Devrait normalement, ça devrait pas avoir de surprise, là. Ben, c'est le but derrière ça. Puis bon, oui, il y a des grilles qui existent. Un des problèmes qu'on a au Québec, c'est que ces grilles-là ne sont pas adaptées ou adoptées par l'ensemble des centres. Non, il y a beaucoup de destinations où les saveurs locales, là, des fois, là. Disons qu'il y a une certaine interprétation artistique de la chose. Fait que ça, c'est un enjeu. Oui. Ça amène des problèmes d'un point de vue assurance. Puis c'est pour ça que, en partie, que les assurances coûtent une fortune pour les centres au Québec. Il y a aussi d'autres histoires qui sont derrière ça, qui ont amené la situation. Puis il y a un cas en particulier qui a été un déclencheur.
Mais ça reste que, historiquement, on est en train de vivre qu'est-ce que le snowboard a vécu il y a 20-25 ans. Ouais. Fait que c'est pas nouveau. Ça existe dans le monde du plein air au grand complet, puisque on vit dans le vélo, ben c'est une question de temps avant qu'on y arrive. Parce qu'en démocratisant le sport, ce qui était un sport d'élite il y a un certain temps, maintenant la masse de cyclistes de montagne a explosé. Le nombre de personnes qui font du vélo de montagne, particulièrement depuis le COVID, est rendu tellement élevé que on s'attendait à ce que il y ait une certaine croissance organique entre 9 et 10, 12, 15% selon les régions. Ben pendant le COVID, on a eu du 300% d'augmentation. Les sentiers, il a beau être solide, il y a personne qui avait pensé qu'il y aurait cet achalandage-là non plus. Fait que depuis quelques années, on fait beaucoup de rattrapage. On vient faire de la restauration de sentiers, on vient faire de la réparation. Un des facteurs qui fait qu'on a eu une très très grande démocratisation du sport, c'est que la notion des sentiers flowy ou des sentiers flow a permis de rendre ça accessible. Depuis 1 an ou 2, on a une tendance de marché où le monde commence à être un petit peu tanné des sentiers flowy. Ça coûte très cher à construire, ça coûte une fortune à entretenir, c'est énormément de temps. Le retour sur investissement est difficile à aller chercher, plus que du sentier comme plus traditionnel technique. Fait que depuis 1 an ou 2, on voit un gros retour marqué sur les sentiers plus techniques, plus rustiques, plus minimalistes, pour créer un équilibre dans l'offre. Ouais. Fait que dans l'ensemble de l'offre du catalogue pour les centres, ben tu vas avoir du sentier technique, tu vas avoir du sentier fluide, tu vas avoir du sentier débutant. Puis tout peut exister séparément. Mais chacun des produits existe pour des clientèles différentes, puis c'est correct. Mais ça permet de faire vivre des destinations correctement aussi. Puis on a des destinations maintenant à très très grand succès international. Oh oui, on entend parler beaucoup de plein d'endroits au Québec, là, de plus en plus. Ben c'est ça. Dans les premiers projets qu'on a travaillés à l'époque, Stafford, c'est nous autres qui a développé à 95% le réseau là-bas. Les sentiers sur le sommet de la montagne, ça s'appelle pas doctorat puis maîtrise pour rien. Là. Ça prend des skills. Quand tu descends plus bas, ben on a du sentier plus roulant, on a du sentier très technique, il y a du sentier ultra flowy. Prévois des trips de spare, ça se peut que tu fasses des flats. C'est un type de roche qui est particulièrement tranchant. Puis on a développé d'autres régions où tout le contour de la Gaspésie, la quasi-totalité, on a été impliqué d'une manière ou d'une autre dans presque toutes les destinations là-bas. On parle de Béchervaise, Pin-Rouge. Béchervaise, Pin-Rouge, on a travaillé à Saint-Anne-des-Monts, on a travaillé à La Pocatière, Carleton, au grand complet, c'est nous autres, Mont-Saint-Joseph. Ben, la page couverture du guide touristique de la Gaspésie s'est retrouvée à être la photo de la Tragadidache, qui est le sentier qui est sur le sommet de la montagne au Mont-Saint-Joseph, avec le gros wall ride de 200 pieds de long, avec la baie des Chaleurs en arrière. Ben, cette photo-là avait tellement de poids, elle était tellement vendeuse, qu'elle a fait le guide touristique. C'est quand même pas rien. Je me trompe-tu, on est en train de revoir un petit peu un attrait touristique, mais aussi, tu sais, un attrait publicitaire au vélo de montagne. Peut-être un peu, on voyait ça dans les années 80, 90, là, tu sais, il y en avait dans toutes les publicités et tout, là, mais je pense que, tu sais, les gens commencent à voir que c'est un attrait pour attirer les gens dans les régions. Il y en avait beaucoup, sauf qu'à l'époque, la différence, c'est que c'était l'image Red Bull qui était extrêmement forte. C'est vrai. Donc, l'image de sport extrême. Meilleur exemple qu'il n'y a pas, le gars qui passe par-dessus le Tour de France, ben cette image-là a resté pendant des années. A été le symbole du vélo de montagne pendant des années. Où les New World Disorder à l'époque, où t'avais les pitounes puis les Monster Truck à grandeur. Aujourd'hui, ça passerait plus. Pis c'est correct. Des drops de 60 pieds, ben on voit plus ça nécessairement non plus. Ou quand on en a, sont pas mal plus travaillés puis sont un petit peu plus intelligentes. Là. Tu fais pas juste te garocher dans le vide. Fait qu'il y a une grosse évolution dans le produit en tant que tel. Maintenant, on a un produit qui est beaucoup plus accessible. Les vélos ont évolué. Oui, absolument. La qualité des sentiers a
explosé. On est à des années-lumière. On a un produit qui se positionne pour être agréable, sécuritaire, encadré, mais challengeant pareil. C'est pas un sport facile pour autant, ou ça peut être une activité de loisir. Ça dépend comment tu le prends, comment tu l'approches, puis comment tu décides de le vivre. Parce qu'il y a bien des manières de créer ta propre expérience. Mais tu sais, aujourd'hui, tu peux amener des enfants avec des vélos, comment on appelle ça, des vélos sans Avec pédale, des run bikes, dans plein d'endroits au Québec, là, où ils peuvent s'initier au sentier, puis prendre goût à ça, puis tu sais, mais c'est ce qu'on avait en fait, on a commencé en 2010, on a développé au Mont-Rigaud, à côté de Montréal. Oui. Petit centre de ski local. C'est très beau, Mont-Rigaud. Puis la loupe familiale en bas, mon fils l'a fait, il avait 2 ans et demi, il était sur un run bike. On avait des mamans avec des chariots là-dedans, là. Puis à l'époque, ça, c'était quand même assez révolutionnaire, je te dirais. Ben, cette loupe-là sert d'initiation à tour de bras, puis ça l'a permis d'établir un baseline où on a du monde de d'autres destinations qui sont venus voir qu'est-ce qu'on avait fait à cette place-là en particulier pour comprendre le modèle. Puis il y a des destinations de la région de Québec maintenant qui ont développé des trails basés sur ce principe-là. Fait que je pense qu'il y avait de quoi de fonder quelque part un peu quand même. Puis à l'opposé, ben t'as des sentiers comme la Légende à Bras-du-Nord qui est extrêmement signature, qu'il y a des Rémi Métaillé de ce monde qui ont été raidés dernièrement, puis que ça a fait des pages couverture, ça a roulé 85 millions de views sur YouTube. Ça pour les gens qui pour les gens qui sauraient pas c'est quelle piste là, la Légende, c'est le sentier qu'on voit dans les vidéos qui pour une bonne section là, qui longe la rivière sur un cap de roche là, t'es pratiquement dans l'eau là. Ah non, t'es dans l'eau si tu veux, mais il y a des passerelles par-dessus Paris. Fait que ça a été fait dans les règles de l'art. C'est assez unique, mais là. C'est vraiment, vraiment unique au monde. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs non plus. Puis quand on en parle, clairement, ça a établi un standard qui était pas attendu. Sentier Boréal a quand même une culture d'innovation qui est extrêmement forte, puis on a toujours été dans cette approche-là depuis le jour 1. Premier au Québec à utiliser des plaques vibrantes, premier à utiliser de la machinerie lourde, premier à utiliser des niveaux laser d'un sentier, à utiliser des GPS d'arpentage, beaucoup d'outils technologiques, les premiers avec des drones. Depuis, il y en a d'autres qui ont suivi. Les premiers rototilts, le premier rototilt au Québec, c'est nous autres qui l'a fait rentrer. Maintenant, il y a plusieurs contracteurs qui utilisent ça. Ça, un rototilt, là, pour les gens qui sauraient pas c'est quoi, ça? Un rototilt, c'est un attachement qui va au bout d'une pelle mécanique, qui permet de pencher le godet droite-gauche, mais aussi de le faire tourner 360. OK. On peut ramasser de la terre par en avant ou de côté, directement, sans déplacer la machine. Fait qu'on peut garder la machine exactement à sa place, mais sculpter le terrain plus facilement. OK, fait que c'est un outil qui est quand même vraiment pratique pour travailler en sentier, là. Ben oui, puis ça permet de couper la quantité de finition manuelle nécessaire énormément. Fait que ça donne un résultat beaucoup plus beau, beaucoup plus précis, plus rapidement, sans repasser en arrière continuellement. Tu sais, il y a des sentiers qui doivent être plus difficiles à faire que d'autres, là. Je prends par exemple, j'avais entendu parler, là, du massif, là. Vous avez fait quelque chose d'assez exceptionnel là-bas avec... ouais, ben on s'est ramassé au massif après qu'un autre contracteur a fait une partie de la job, puis qui était pas prêt à faire la partie d'en bas, qui était extrêmement difficile à réaliser. C'est quel sentier, ça? C'était on a fait la basilique. La basilique. Puis on a rajouté d'autres sentiers depuis, mais la basilique en particulier, c'est le bas montagne entre la dernière piste de ski et le Club Med. Okay. Donc on avait un corridor très, très, très limité dans le dynamité de la piste de ski, fait que du cap de roche, que du boulder. Difficile d'accès. Grosseur d'un auto, les plus petits cailloux. Oh, fait recasser ça, replacer ça pour se refaire une base. Il y a quelques passerelles de bois parce qu'il y a des places qu'on avait vraiment pas de choix. Mais même en ayant une fondation, il a fallu héliporter de la terre pour mettre une surface de roulement là-dessus parce qu'il y avait pas de matériel. Donc, amener de la terre avec des hélicoptères. Ouais. Fait qu'on a déplacé 220 tonnes de terre pour faire la couche de finition. Puis vu que le matériel sur place au massif était moyen pour une belle surface de roulement durable, on a même importé de la terre qui venait à côté du Mont-Saint-Anne. Là. Wow. Ça, la surface de roulement, justement, on en a parlé avant l'entrevue. Vous apportez beaucoup d'importance à ça. On parlait à Sherbrooke, le Mont Bellevue. Ben, on va faire des tests de sol. Fait que premièrement,
on est une des compagnies qui prend énormément de données et de mesures en arrière, autant dans les sentiers, les pentes, les longueurs, quand ça a été fait, les conditions météo cette journée-là, fait que beaucoup de données en arrière. Fait qu'on a même développé des outils d'estimation de projets qui sont basés sur l'historique. Fait que ça, c'est un des avantages concurrentiels qu'on a. Nos estimés sont généralement pas pire ça coche. Mais pour répondre à ta question, le Mont-Bellevue à Sherbrooke, c'est un cas qui est quand même particulier. On a développé le parcours des Jeux du Canada il y a quelques années là-bas. Puis c'est un parcours qui était très, très, très avant-gardiste aux grandes dames de l'ACC, l'Association cycliste canadienne. Parce que c'est un parcours de pure cross-country, de course, de calibre canadien, donc calibre national. Puis on avait 60 modules techniques dans la boucle de compétition d'à peu près 6 km. Ce qui était avant-gardiste pour l'époque, là. Ben, c'était la première fois qu'il y avait des step-up de 6 pieds d'eau, des drops de 3 pieds, des sections avec des escaliers de roche, il y a des places, ça prenait des bunny-up pour passer certains obstacles. Fait que beaucoup d'obstacles techniques, relativement difficiles, toutes contournables. Il y avait des voies de contournement absolument partout, mais avec des grosses pénalités. Fait que tu voulais pas faire le step-up, pas de problème, mais c'est 6 secondes de pénalité. Elle était longue, la voie à côté. C'était intense. Fait que ça se fait, mais assume. Cette intention-là est venue parce qu'il y avait une demande pour ça, pour des parcours plus techniques? Ou... Oui. Ben oui, puis parce que moi et une grosse partie de mon équipe, on a tout un background qui vient du DH. Ou du côté plus technique de la chose. Là. Pas pure cross-country. Même si j'ai roulé en cross toute ma vie, puis ma définition de cross-country, ben c'est essentiellement de la trail technique. C'est pas faire du vélo de route dans la forêt. Fait que quand on a fait le parcours des Jeux du Canada, ce qui était particulier, ce qu'on a remarqué, c'est que le fait de racheter beaucoup d'éléments techniques dans le parcours a balancé la compétition, parce qu'on avait des cyclistes de l'Ouest canadien et du Québec qui étaient très très forts dans le technique, dans ce qu'on venait de réaliser. Puis on avait des rouleurs extrêmement forts qui venaient des prairies, de l'Ontario puis des Maritimes. Fait qu'ils étaient très forts en montée. Mais dès qu'ils arrivaient dans le technique, ils choquaient. Fait que ça a créé un bel équilibre entre les deux. Fait qu'il y avait des relances, des sections techniques puis des montées à chaque fois. Fait que ça a équilibré la compétition. Puis depuis ce temps, ce modèle-là a été comme ramené un petit peu plus au niveau des compétitions. Fait que maintenant, on regarde le nouveau parcours des Jeux olympiques à Paris. Oui. Il y a énormément d'éléments techniques dedans, là, des enrochements assez impressionnants d'ailleurs. Là. Oh oui, on en voit depuis quelques années, là, justement, les dernières Olympiques d'été, là, c'était assez impressionnant. Là. Il y avait une grosse drop. Là, ce que l'équipe de Bike Solutions vient de faire en France pour les Olympiques, avec d'autres partenaires, c'est de l'assez gros calibre, je te dirais. Là. Je suis pas sûr que je ferais ça avec un petit bike de cross-country. Là. Il y a des sections assez intenses. Ben je trouve que ça ajoute tellement au spectacle en plus, puis c'est plus juste, comment je dirais ça, c'est plus juste des aptitudes athlétiques, la personne qui a les meilleures jambes qui va gagner nécessairement. Là. Non, faut que tu saches piloter. Faut que tu saches piloter. Puis là, on tombe dans le pilotage. Ah, effectivement. Fait que c'est là que on embarque avec les écoles de vélo qu'on a maintenant au Québec. Fait qu'autant Bike Skills que Level Up que les autres, la notion de coaching prend de plus en plus de place et de plus en plus d'importance. C'est même un prérequis si tu veux avoir du fun, passer un certain calibre, parce que si t'as juste embarqué sur un vélo, ça se peut que tu fasses des erreurs sans t'en rendre compte, puis assez vite à part de ça. Parce que les sentiers pardonnent un peu moins. Les vélos pardonnent beaucoup, mais les sentiers un peu moins. Fait qu'on a une belle progression là-dessus. Fait que ça, c'est une chose. L'autre affaire, c'est que en ayant augmenté le niveau moyen des sentiers au Québec, la nouvelle génération, je regarde mes enfants, leur aptitude en bike a explosé. Ça a absolument rien à voir avec ce que nous autres, on était capables de rouler quand on était jeunes. Parce que ce qu'on avait comme trail de référence, c'était essentiellement des sentiers de 4 roues, des chemins forestiers. C'était pas des sentiers conçus pour le vélo de montagne. Mon gars, à 10 ans, faisait des dooms pis des tabletops de
20 pieds, là, tu sais, ça a pas de commune mesure. Fait que cette notion-là, aujourd'hui, est complètement différente. On parle pas de la même clientèle, puis on a une relève qui est très, très, très forte, parce qu'ils ont été pris très jeunes, encadrés correctement. Les clubs sont capables de les former, de les amener plus loin. Puis, oui, il y a encore du travail à faire, mais il y a un bel équilibre qui s'est créé entre l'offre en sentier et l'offre en termes d'école de vélo et coaching. Oui. Fait que globalement, tout centre ou tout club qui décide de faire des sentiers, surtout ceux qui vous contactent, ont cette approche-là maintenant de dire faut qu'on ait une vision globale de l'ensemble de nos usagers, là, du débutant jusqu'à... Ben, on va même plus loin que ça. Nous, c'est un filtre de décision à savoir si on travaille avec ce client-là ou pas. Ah oui. Parce que si c'est un projet qui est pas viable d'un point de vue communautaire, les principes de développement durable sont ancrés chez nous. Si le projet n'est pas viable d'un point de vue sociétal, ben on va juste pas embarquer. Fait qu'on n'est pas là pour faire des trails ou créer quelque chose puis espérer qu'il reste de quoi un jour peut-être. Si on n'est pas capable de créer un club, créer un organisme qui va l'opérer, l'entretenir et le faire vivre, on n'embarque pas. C'est aussi simple que ça. Même si leurs intentions sont très bonnes, puis qu'ils disent dans les médias, ils ont la capacité de l'entretenir, le maintenir. C'est un choix, là. Ça rentre dans nos valeurs. Oui. C'est aussi simple que ça. Ah, c'est compréhensible parce que tu te dis, vous allez jeter votre argent par les fenêtres, puis dans 10 ans, peut-être que le client on est vraiment chanceux au Québec en passant, parce que les sources de financement qu'on a pour les sentiers, on en a de l'argent qui vient des différents paliers du gouvernement, mais particulièrement du provincial, parce que ça a été démontré comme étant un produit qui faisait du sens. Fait que il y a du financement qui vient autant du ministère du Tourisme, du ministère de l'Éducation, loisirs et sports. On a quelques autres ministères qui financent, mais surtout ceux-là ont des enveloppes assez importantes avec relativement peu de travail requis pour aller chercher ce financement-là. Ah oui. Fait qu'on est capable de mettre un minimum de mise de fonds puis de lever des 2, 3, 500 000 $ assez facilement. Fait qu'un club qui veut développer, au lieu de mettre 50 heures de travail à pioche puis de dire « Oh, on a fait 100 mètres de trail ben le même 50 heures, si on le mettait à remplir 2-3 formulaires puis aller cogner à la porte du député pour aller chercher un petit peu d'argent ou à la caisse pop, ben la mise de fonds qu'on a avec un 20 000 pour partir, on peut facilement le transformer en 200 000 du jour au lendemain. Avec 200 000, on a pas mal plus d'impact. Fait que c'est juste de partir la roue dans le bon sens. C'est vraiment ça qui est important. Ouais, écoute, c'est fascinant, c'est pas, on n'est plus ce qu'on était il y a 20 ans, là. Non, absolument pas. C'est la raison pourquoi avec Sentiers Montréal, il y a quelques années, on a lancé un bureau de projet. On est les seuls avec un bureau de projet, avec une équipe de planif maintenant. C'est notre plus gros élément différenciatif versus nos compétiteurs ou / nos partenaires, parce que c'est plus des partenaires que des compétiteurs. Vu qu'on est les seuls à offrir ce genre de service-là et de cette manière-là, ben oui, on travaille au Québec, mais on travaille beaucoup plus large que son travail à l'international. Je reviens du PTBA, on donnait des conférences puis des ateliers en Géorgie il y a quelques semaines. On était... on a fait 25 États à date, le tour du Canada au grand complet. 8 pays, il y en a 3-4 autres qui sont en cours de négociation. Fait que cette notion-là est extrêmement importante. C'est un partage d'expérience, un partage d'expertise, mais c'est des techniques, des outils qu'on a développés qui permettent aux autres d'avancer plus vite. C'est ça qui est important. Fait que une très grosse partie des guides de référence ou de la formation qui existe au Québec, soit on l'a écrit ou on a collaboré dedans. La quasi-totalité, en fait. Le premier guide de construction de sentiers, d'aménagement de sentiers, en français, c'est en 2009 avec Éric Léonard, on a traduit ça, puis on l'a publié. C'était une traduction, interprétation relativement libre des 2 livres d'Imba à l'époque, donc Trail Solutions puis Managing Mountain Biking. Vélo Québec, cette année, vient de publier en français la traduction littérale du dernier livre d'Imba. Fait que c'est un beau complément. Mais en parallèle de ça, il y a un
paquet d'autres publications qui ont été faites sur les guides de classification, guides d'entretien, guides de gestion de risque, des programmes de formation. Fait qu'il y a un gros travail d'éducation qui est fait au niveau des gestionnaires de terrain, des aménagistes, des contracteurs. Moi, ça fait 6 ans maintenant, je suis impliqué avec le PTBA, avec l'Association des contracteurs en sentier. Je suis sur le conseil d'administration depuis 6 ans. On est membre depuis 2011 maintenant. Ben, cette association-là vise à regrouper les contracteurs, oui, mais de professionnaliser puis de faire avancer l'industrie au sens large. Puis c'est pas juste vélo de montagne, c'est sentier au sens large. Fait de rendre ça plus sécuritaire, plus encadré, c'est une chose, mais d'avancer dans le bon sens, c'est surtout ça qui est important. Là. Vous travaillez comme partout, vous travaillez aussi avec des communautés qui sont plus éloignées, des communautés autochtones. Oui, on a fait plusieurs projets avec des autochtones. On retourne au BC cette année, encore Colombie-Britannique. Un projet communautaire où le modèle d'exécution là-bas est de faire travailler la communauté. Fait qu'on va être là comme gestionnaire de projet. Ouais. Mais c'est pas nous autres qui va exécuter la job. Donc, on supervise un paquet de petits entrepreneurs locaux qui, eux, vont opérer le site après. Fait qu'on on rentre, on les forme, on les aide, on les assiste. Autant dans la structure du projet que dans la formation du staff puis dans la coordination du chantier. Fait que, il y a des projets comme ça. Fait que ça, c'est au sens le plus strict qu'il n'y a pas, c'est une création communautaire. On fait vivre, on crée un produit, on le crée avec la communauté pour que eux puissent le faire vivre après. Puis, si on peut regarder plus localement, on a fait un gros projet pour Valcartier, pour l'armée. OK. Sur la base militaire. On a un 10 km là-bas en enduro-ish, qui maintenant est opéré par l'équipe de Pascal Panda, Robichaud. Fait que tu pourras le passer en interview lui aussi. Un autre de mes anciens. Ben, on a beaucoup de staff qui a passé chez nous, qui s'est ramassé ailleurs, soit comme contracteur, soit comme gestionnaire, soit comme aménagiste. Vite de même, Flo Park, Samuel a été chez nous pendant quelques années. On a du monde qui est rendu à droite puis à gauche, puis c'est de l'expertise qui a été chez nous, mais il y a un côté humain où tu veux que le monde continue de grandir dans leur cheminement de carrière. Ouais. Ben, ça fait partie de ça aussi, là. Fait que ça je pense que c'est vraiment un élément marquant. Mais dans la stratégie de Sang Bleu qu'on a, c'est qu'on veut être continuellement en avant des autres. Fait que c'est une culture d'innovation puis d'aller plus loin. Pas d'être meilleur, mais d'aller plus loin, de voir autrement puis de challenger le statu quo. Ben justement, tu sais, vous avez décidé de changer un petit peu votre structure, votre façon d'approche. Puis... Ben là, on est rendu à notre 5e plan stratégique. Cette année, dans la dernière année, on a fait une grosse restructuration au niveau de l'entreprise. Fait on avait 27 employés l'été passé. On a volontairement choisi de rapetisser l'équipe. 1, parce qu'il y a une tendance de marché, mais 2, aussi parce que le focus est maintenant beaucoup plus sur le bureau de projet que sur le volet construction. Ouais. Donc, on a une plus petite équipe de construction de 7-8 personnes en exécution, Okay. 7-8 hyper spécialistes et des sous-traitants. Okay. Donc, on prend un rôle de contracteur général, puis on sous-traite des portions comme tout ce qui est bûchage et lagage, la construction de passerelles de bois, de structures de bois. Il y a des travaux comme plus génériques, plus de base, préparation de fonds de terrain, excavation générale, on va donner ça en sous-traitance. Puis on rentre dans les travaux spécialisés. Okay. Ce qui est très technique, très poussé, où est-ce qu'on a vraiment un facteur différentiel parce qu'il y a une valeur ajoutée à aller chercher, mais c'est là qu'on embarque. Fait que l'équipe de construction est là-dessus. Volontairement, on a choisi de prendre des projets plus petits. L'année passée, on a livré le projet à Drummondville. C'était 20 km de sentier dans un terrain quand même, qui semblait facile au début, mais finalement, il y a eu beaucoup de surprises. Beaucoup d'eau. Puis il a mouillé un peu l'été passé, fait que ça a été particulièrement difficile. Puis quand il n'y a pas plu, ben on t'a arrêté à cause de ça-feu, à cause des risques d'incendie. Fait que ça a été un projet qui a été dur sur l'équipe, puis ça fait aussi partie de l'équation de dire, regarde, on va ramener ça à dimension humaine un peu plus. Okay. Mais le bureau de projet est le point où est-ce qu'on s'en va. C'est la principale raison. Puis dans la révision stratégique, l'autre chose, c'est qu'on drop aussi, on vend la division de vente d'outils.
Fait qu'on arrête de vendre des Ouais, outils. Fait que ok. tout ce qui est trailtools.ca, la vente des... On a été comme le vendeur de Rogue pendant des années, là. Mais ça a commencé juste parce qu'il y a personne d'autre qui en avait, puis j'ai commencé en faire venir 1, puis 10, puis 100, puis on était rendu à acheter 70% de la production de la compagnie. On était le plus gros vendeur au monde là, de Rogue. Puis Rogue, ça, c'est quoi? C'était des pioches. Des pioches okay. Pour travailler en sentier. Mm-hmm. Fait que on vendait tout ce qui est Rogue, McLeod, Pulaski, un paquet d'outils spécialisés. On avait un catalogue de 70 produits à peu près. Fait que ça va être bientôt repris par une autre entreprise. Là, ça va être annoncé dans pas long. OK. Fait que c'est ça. Donc, on vous recentrez puis offrez quelque chose qui n'est pas offert par d'autres. De combler, dans le fond, une demande qui est... Ben oui, puis il n'y a pas vraiment de compétition de ce segment-là parce que c'est soit les très grosses firmes de génie civil ou les boîtes d'architecture de paysage. Dans les deux cas, ils n'ont pas d'expérience en vélo de montagne pur, puis souvent, ils n'ont pas d'expérience en tourisme. Ou les boîtes de tourisme n'ont pas d'expérience dans le volet technique. Fait qu'on vient comme chercher le gap entre les deux en ayant les deux branches d'expérience, puis ce qu'on n'a pas à l'interne, on est capable d'aller chercher avec des partenaires très, très facilement. Ça fait comment ça se passe avec le reste des entrepreneurs au Québec, la relation d'affaires, en ayant changé de rôle un peu comme ça, est-ce que ça... Ben, t'as ouvert la porte sur les pump tracks tantôt. Nous, on a choisi de ne plus exécuter de pump track. On termine les mandats qui étaient déjà signés, mais c'est tout, on n'en prend pas d'autres. Fait qu'on ne construit plus de pump track. Par contre, un des besoins que les villes ont nommé, que les clients ont nommé, c'est qu'ils savent pas comment structurer les projets, les appels d'offres. Ils savent pas quoi mettre dans les documents, dans les devis. Ils savent pas comment sélectionner les entrepreneurs, les contracteurs. Ils savent pas comment assurer la supervision de chantier ou le contrôle qualité qui va avec. Fait qu'on a choisi ce créneau-là en particulier. Fait qu'on va faire du plan concept, du plan de vie, de la supervision de chantier, du suivi de contrôle. Fait qu'on peut amener cet aspect-là, mettons, pour le volet pump track. On peut faire la même chose pour des sentiers, mais généralement, en sentier, on va faire plus toutes les étapes préalables au financement. Donc, études de faisabilité, de potentiel, les plans directeurs, les plans de développement, la cartographie, la signalisation. À l'interne, on conçoit et on produit les pancartes. On peut faire tout ça. Les plans de mesure d'urgence, les plans d'opération, les calculs de retombées économiques, les ROI. Fait qu'il y a beaucoup de services qu'on est capable d'offrir maintenant pour un centre qui voudrait développer un nouveau produit. Dans les produits existants qui ont besoin d'être mis aux normes, d'être mis à niveau, des plans d'intervention, des plans de conformité, on peut faire ça aussi. Des programmes de formation. Fait il y en a qui peuvent offrir des petits morceaux de tout ça à droite puis à gauche, mais on est la seule place où tu as absolument tout. Fait que c'est vraiment un modèle de centre d'intelligence d'affaires qu'on a développé au niveau vélo de montagne avec une twist touristique puis UX, donc vraiment expérience usagée. Puis on capitalise essentiellement sur la connaissance qu'on a. Donc c'est un peu ça le point. Fait que tout ça parce que notre mission, c'est avant tout de créer des histoires, un sentier à la fois. Ben, c'est super. Je pense que ça résume bien l'affaire. Ben, écoute, Jérôme, c'est super intéressant. Je te remercie infiniment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, on va suivre ça attentivement. Tous les beaux projets qui s'en viennent pour vous autres cet été, puis les prochaines années. Puis, je pense que le Québec en général, en tout cas, encore beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent, puis c'est tant mieux pour tout le monde, hein? Ben définitivement, puis tu sais, on a la chance d'avoir un territoire qui est absolument unique au monde, autant dans le territoire que dans les paysages, que dans ce qu'on peut créer avec la diversité de qu'est-ce qu'on a. C'est quelque chose qui est tellement unique, c'est qu'on peut mettre en valeur, mais qu'on est capable de vivre. Puis la culture qu'on a au Québec fait qu'on est extrêmement accueillant, mais on est capable de le partager, puis on aime partager. Fait que je pense que ça, c'est ce qui fait la différence entre ici et ailleurs. Bon, ben, parfait. Ben, merci beaucoup, Steve. Ben, merci à toi. Bel été. Merci.
Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast. Et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis à la prochaine!